Dans la cible de CQFD cette semaine, violence et état d'urgence. Le gouvernement accusé de manquer d'autorité menace la CGT. Trop c'est trop, les violences ne peuvent plus durer. Philippe Martinez tient bon et renvoie la balle à Matignon. Ce qui se passe en dehors des manifestations est de la responsabilité des forces de l'ordre et donc du gouvernement et du ministre de l'Intérieur. Alors faut-il interdire les manifestations contre la loi travail? Que faut-il voir derrière ce nouveau bras de fer? Le décryptage et nos sondages. La course à la primaire, on retrouvera nos petits chevaux sur le champ de course. Ça bouge cette semaine avec un nouveau venu sur la ligne de départ. Il y a du mouvement aussi en tête de course. On verra ça avec Bruno jeudi. CQFD en séance de spiritisme cette semaine. On convoquera l'esprit du général pour comprendre pourquoi François Hollande multiplie les hommages à De Gaulle. L'esprit qui était le sien, c'est qu'on n'est pas là pour conserver simplement la France, on est là pour la faire vivre. Démarche sincère ou calcul politique, le décryptage et nos sondages. Enfin, on se mettra dans la peau d'Emmanuel Macron après le lancement du mouvement En Marche. Voici le coup de la panne. En panne dans les sondages après l'épisode des impôts et du costard. La machine est grippée. Car aujourd'hui, je me sens mal aimé. Je suis le mal aimé. Alors, comment rebondir? La réponse de l'équipe et des internautes. Me montrer. Et voilà, CQFD, ce qu'il fallait décrypter. Bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes chez vous ici et toute l'équipe est là au grand complet. Véronique Relsoud, bonjour, de l'agence Dentsu Consulting, experte en réseaux sociaux. Céline Braque, bonjour, de l'Institut Odoxa. Bonjour Régis Lefebvre, de l'agence Blue. Et bonjour Bruno Jeudi, de Paris Match. Vous réagissez sur les réseaux sociaux, le hashtag CQFD iTélé. Vous connaissez la chanson, tout de suite le dossier. La violence est-elle compatible avec l'état d'urgence? Ce n'est pas le sujet du bac philo, c'est le sujet politique de la semaine. Le climat s'est encore dégradé ces derniers jours sur fond de violence en marge des manifestations contre la loi travail. Le gouvernement hausse le ton, la CGT tient bon. Et Bruno, la question posée, c'est celle du maintien des prochaines manifestations contre la loi travail. Oui, Florent, le bras de fer sur la loi travail, comme vous le disiez, entre l'exécutif et la CGT a peut-être atteint un point de non-retour. Encore qu'il faille être prudent avec ces deux camps-là qui sont aujourd'hui vraiment dans un corner. Ça dure en tous les cas depuis 4 mois et les scènes de violence de la dernière manifestation qu'on a vues et revues et surtout les images de l'hôpital Necker, l'endroit même, cet hôpital pour enfants où est hospitalisé le petit garçon dont les parents policiers ont été assassinés lundi à Magnanville, ont choqué le pays. Il faut dire que c'est particulièrement scandaleux. Le gouvernement, lui, Manuel Valls et Bernard Cazeneuve ont évidemment sauté sur l'occasion pour charger la CGT. Manuel Valls était dès le lendemain, c'est-à-dire mercredi matin, sur France Inter, on l'écoute. D'abord, je demande à la CGT de ne plus organiser ce type de manifestation sur Paris. Et au cas par cas, car vous savez, on ne peut pas prononcer une interdiction générale, nous prendrons, nous, nos responsabilités. Nous prendrons, nous, nos responsabilités. Il évoque clairement l'hypothèse d'interdire les manifestations. Bernard Cazeneuve a été encore plus, plus cinglant, plus direct, puisqu'il a visé les militants CGTistes qui venaient du Havre, apparemment, d'après des images qui ont été diffusées dans les médias, et des militants qui étaient mêlés, des militants CGT qui étaient visiblement avec les casseurs. Évidemment, Philippe Martinez, sur la défensive, a réagi. Le lendemain, on l'écoute, c'était sur RTL. Plutôt que de se retourner vers les casseurs, il y a dû avoir un ordre, parce que ce n'est pas les CRS qui sont en cause, ceux qui leur donnent des ordres, de charger les manifestants. Et il y a eu, quand c'est comme ça, c'est pas la première fois, chacun essaye de se défendre, parce que c'est assez violent ce genre de contact. Donc c'était de la défense. Oui. Oui, c'était de la défense. Enfin, on voit quand même qu'il ramait bien jeudi matin. Il faut dire que dans ce bras de fer, François Hollande et, j'allais dire, tout arrive, à lui aussi, évidemment, en Conseil des ministres, menacé d'interdire les manifestations de la CGT. Il comprend que les paroles, même martiales et déterminées de son ministre de l'Intérieur et surtout de son Premier ministre ne suffisent pas. Alors en même temps, on a envie de lui dire, il y a quelque chose de très simple et très simple à faire, c'est d'appliquer fermement et strictement peut-être l'état d'urgence, notamment les jours de manif. Le problème, c'est que François Hollande, on le sait, c'est une de ses marques depuis le début du quinquennat. Il hésite entre souvent fermeté et accommodement. Le voilà en tous les cas au pied du mur puisque la CGT a décidé d'organiser, et Philippe Martinez l'a confirmé, de nouvelles manifestations.
Alors un mot quand même juste sur la droite, parce qu'elle voit les choses évidemment monter, ce besoin d'autorité dans le pays, et il y a un homme qui en profite sur ce créneau-là, c'est évidemment Nicolas Sarkozy. La CGT, meilleur agent électoral de Nicolas Sarkozy, c'est l'étonnante situation j'allais dire, juste avant l'été. Cette étonnante situation qui est liée, on l'a dit, à ces violences, en tout cas ces images de violences qui ont été beaucoup commentées sur les réseaux sociaux, Véronique. Mais vous savez, c'est une image ou un symbole quelquefois qui fait basculer les choses, et sur les réseaux sociaux, les images sont particulièrement fortes, c'est elles qui souvent retournent l'opinion. Et bien cette semaine, il y a une image qui a fait basculer, c'est l'image dont vous parliez, qui sont évidemment les photos de l'hôpital Necker qui ont été beaucoup partagées. D'abord parce que s'attaquer à un hôpital c'est choquant, et ensuite parce que les histoires se rencontrent. On le voit dans ce tweet où voilà l'enfant, le petit rescapé de Magnanville qui était aussi à l'hôpital, tout ça bouleverse tout le monde et finit par donner quelque chose qui était, qu'on lisait sur les réseaux, qui était une sorte de ras-le-bol, une sorte de trop c'est trop. Et finalement, les internautes ont fini par faire beaucoup d'amalgames sur beaucoup de sujets. Et quand on regarde les mots associés à ces discussions, on voit qu'évidemment sortent en premier, c'est ce qui est en rouge, les mots autour de l'hôpital Necker et de cette violence spécifique. Mais globalement, c'est le mot violence qui ressort. Et on voit qu'ils ont associé les hooligans du foot, les manifestants sur la loi travail, les casseurs. Enfin, il y a une espèce d'amalgame. Et ce qu'on retient, c'est la notion de violence gratuite, de violence systématique, de violence imprévisible. Donc quelque chose qui fait plutôt peur aujourd'hui. Est-ce que les Français, Céline, sont sur la même ligne que le gouvernement et l'opposition? Est-ce que les Français souhaitent, dans leur majorité, interdire ces manifestations contre la loi travail? On voit souvent dans les études que les Français sont de plus en plus en demande de fermeté, et on sait aussi que les Français sont très choqués par les images autour des casseurs. Et pour autant, à leurs yeux, cela ne justifie pas, en tout cas pour une majorité de Français, que l'on demande à la CGT de surseoir à manifester, ou même qu'on interdise ces manifestations contre la loi travail, puisqu'on a une nette majorité de 54% qui dit être opposée à l'interdiction des manifestations contre la loi travail. Alors, ce qui est fâcheux pour le gouvernement, c'est que ce sont ces électeurs, les sympathisants de gauche, qui portent vraiment le refus, 60%, alors qu'à droite, on est pour l'interdiction de manifester à 55%. L'explication, finalement, est simple, c'est que les gens répondent aux questions de sondage, vraiment. C'est-à-dire que là, on pose bien une question sur interdiction des manifestations contre la loi travail, et on l'a vu au fil des études qu'on avait réalisées pour CQFD, que les Français étaient opposés à la loi travail, qu'ils considéraient finalement que tout ce désordre était bien plus imputable au gouvernement qu'aux syndicats, d'où cette réponse assez logique, majoritaire, de dire non, il n'y a pas de raison qu'on interdise ces manifestations. Alors évidemment, ces violences se produisent dans un contexte particulier, après ce double meurtre d'un couple de policiers lundi soir, revendiqué par Daesh. Ce petit garçon, vous l'avez dit Bruno, de 3 ans, qui a perdu ses parents, était à l'intérieur de l'hôpital Necker. 2 événements qui se télescopent, même s'ils n'ont absolument rien à voir. On sent bien, Régis, que en tout cas la tension est montée d'un cran cette semaine. Oui, ce qui est intéressant, ce que vous disiez, c'est que d'un côté, il y a cette explosion d'une barbarie d'ultra-proximité, de l'autre côté, un déchaînement de violence dans l'administration, et tout ça a produit un changement de ton et de posture dans la classe politique française. La première chose qui est à noter, c'est qu'au lendemain du double meurtre et de l'attentat contre les 2 policiers, il n'y a pas eu de concorde nationale et de trêve comme il y en avait eu après le 13 novembre, c'est-à-dire que le combat politique a continué. La deuxième chose, et cela va de pair, c'est qu'au contraire, le ton s'est immédiatement durci, et je trouve qu'il y a une séquence qui est emblématique de cela. C'est un échange cette semaine à l'Assemblée entre un député de l'opposition et Bernard Cazeneuve qui répond, et le si placide Bernard Cazeneuve, d'un seul coup, monte le ton et sort le gong. Je trouve que c'est un élément intéressant et emblématique du durcissement. On ne supprime pas des centaines de postes dans les services de renseignement. Et quand on est honnête et quand on est responsable et que les policiers se sont mis, comme hier, devant l'hôpital Necker pour protéger un hôpital, on leur rend hommage plutôt que d'engager des polémiques minables. Troisièmement, c'est aussi un durcissement sur le fond et dans les propositions quand on parle du terrorisme, comme le montre la réponse d'Alain Juppé à une question sur l'imam de Brest, cet imam qui interdit aux enfants de chanter. Je trouve que c'est intéressant parce que c'est Alain Juppé qui durcit son ton lui aussi. On n'arrive pas à le poursuivre pour ces propos-là qui ne sont pas en eux-mêmes
illégaux, mais qui peuvent effectivement ouvrir la voie vers le radicalisme. Qu'est-ce qu'on fait dans une situation comme celle-là? On expulse. Il n'y a aucune hésitation à avoir. Il y en a assez de ces subtilités. Est-ce que véhiculer ce genre de propos est conforme aux valeurs de la République? La réponse est non. Il faut véritablement lutter contre la radicalisation partout. Alors, maintenant, malgré ce durcissement, il est toujours bon de voir ce qui se passe ailleurs. Et de l'autre côté de l'Atlantique, il y a un certain Donald Trump, potentiel président des États-Unis la prochaine fois, qui, lui, face aux attentats d'Orlando en Floride, n'a pas hésité à monter d'un cran parce qu'il a déclaré à propos d'Obama « Nous sommes dirigés par un homme qui, au choix, n'est pas fort, pas malin, ou qui a quelque chose d'autre en tête. » Et là, je vous propose d'écouter. Et les gens savent ce quelque chose en tête. Vous savez, les gens ne peuvent pas y croire. Les gens ne peuvent pas croire au comportement de Barack Obama, qui ne peut même pas prononcer les mots de terrorisme islamique radical. Il se passe quelque chose. C'est inconcevable. Il se passe quelque chose. C'est-à-dire que Trump, lui, dans son combat avec Obama, il accuse Obama d'être un agent électoral ou un allié objectif des islamistes. Donc, on a encore, quand on se compare, évidemment, on se rassure par rapport à la qualité du débat français et à sa sérénité. On a entendu Manuel Valls, on a entendu Bernard Cazeneuve aussi. Est-ce qu'on ne touche pas là les limites de la communication politique? Qu'est-ce qu'on peut dire aux Français quand on est face à un événement aussi dramatique que ces attentats? Écoutez, moi je pense qu'à moins de changer de paradigme et de proposer des mesures qui sont aujourd'hui non constitutionnelles, par exemple comme l'éloignement, comme la recréation du bagne, l'assignation à regroupement de tous les suspects ensemble, en réalité il n'y a pas tellement d'autres solutions que celles que nous propose. D'une part, durcir le ton, c'est ce qui s'est passé cette semaine et c'est ce qui se passe malheureusement à chaque fois. Et d'autre part, annoncer des années de peur et d'horreur, comme le fait Manuel Valls et comme il l'a encore fait cette semaine, on l'écoute. J'ai dit que nous étions en guerre, que cette guerre allait être l'affaire d'une génération, ça allait être long, d'autres innocents. Voilà, et à droite, vous l'avez dit, Régis, il n'y a pas eu d'union nationale à aucun moment. C'est un peu, Bruno, la foire aux propositions. D'ailleurs, tout le monde n'est pas d'accord sur ce qu'il faut faire face à la menace terroriste. Oui, c'est vrai, Florent, Régis le rappelait à l'instant, l'union nationale n'est plus qu'un lointain souvenir. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy a dégainé son communiqué dès 8h30 le mardi matin, c'est-à-dire 7 heures à peine après la fin de l'intervention nocturne du RAID. C'est bien la preuve que tous les politiques dans l'opposition ont sérieusement haussé le ton. Alors évidemment, Nicolas Sarkozy a été déjà, j'allais dire, celui qui parlait le plus fort sur ce sujet-là, mais on vient d'entendre Alain Juppé, François Fillon et les autres, qui effectivement, vous avez raison, on a eu droit à un florilège de propositions tous azimuts, dont certaines, à mon avis, ont très peu de chances de voir le jour parce que, compte tenu de notre droit aujourd'hui, elles seraient difficiles à appliquer. En tout cas, je vous propose d'écouter deux sons de cloche assez différents et on va voir qu'ils ne disent pas tout à fait la même chose. D'abord, François Fillon. Il ne faut pas créer de Guantanamo et on ne va pas mettre dans des camps de rétention des milliers de personnes sans aucun discernement. C'est donc pas du tout la solution. La solution, c'est l'application stricte, qui est d'ailleurs finalement d'une certaine façon plus sévère du code pénal. Donc l'application stricte du code pénal. On écoute maintenant Éric Ciotti qui lui a une autre idée. Pourquoi ces personnes sont laissées en liberté alors qu'elles sont connues, identifiées, placés sous écoute? Nous vous demandons leur placement dans des centres de rétention administrative. Alors le sarkozyste Éric Ciotti, on l'entend là. Il y a eu le sarkozyste aussi, Laurent Wauquiez, qui lui a demandé des lois d'exception. Donc on voit bien, on est dans, le butchisme là, comme ça avait été le cas après 2001. Valls leur a répondu. Il a dit il n'y aura ni Guantanamo, ni rétablissement de la peine de mort, et on va appliquer plus strictement, a-t-il promis, les lois. On verra. Dernier point quand même, il y a eu une image en fin de semaine, c'était vendredi, pour de l'hommage du président de la République aux deux policiers assassinés à Magnanville. On va regarder les images parce qu'elles ont été très commentées. C'est le président qui passe en revue les policiers et on voit là, il y en a un qui refuse de lui serrer la main. Et derrière, c'est Manuel Valls qui se dresse devant lui, essaie d'avoir des explications. Il y a un échange entre les deux hommes. On sait que le policier ensuite expliquera en aparté qu'il y a 3 voitures pour 40 policiers à Mantes-la-Jolie. Donc c'était un vrai geste de ras-le-bol de la part de ce policier du commissariat de Mantes-la-Jolie.
Qu'est-ce que les Français pensent de toutes ces propositions qu'on a entendues cette semaine? À la fois, j'allais dire, les propositions avancées par l'opposition et celles annoncées par le gouvernement. Voilà, on a sélectionné 3 de ces mesures dans ce presque concours l'épine de mesures sécuritaires en demandant si les Français souhaitaient qu'elles soient appliquées, y compris après l'état d'urgence, c'est-à-dire l'état d'urgence qui doit prendre fin normalement le 26 juillet, en demandant si ces mesures sont efficaces pour renforcer la sécurité des Français ou bien si les Français considèrent qu'elles sont avant tout démagogiques. Vous voyez qu'elles sont toutes majoritairement acceptées, enfin considérées comme efficaces par la population française, surtout les 2 premières. Le port d'armes hors service autorisé pour les policiers, et a priori ce sera encore le cas après l'état d'urgence. L'assouplissement de la légitime défense pour les policiers également, qui est considéré comme efficace par 60% des Français. Ça baisse quand même pas mal concernant l'enfermement préventif des personnes radicalisées fichées. Ça reste important, voilà. 54%. Les 54%, ça reste une majorité, avec là-dessus un gros clivage gauche-droite. C'est-à-dire que c'est vraiment une mesure qui est rejetée à gauche. 56% des sympathisants de gauche sont vraiment contre cette idée des Guantanamo à la française, alors qu'on se dit que c'est une idée qui est, on se dit, elle est très populaire à droite. Les 2 tiers des sympathisants de droite approuvent cette mesure, qui, je pense, devrait continuer à faire florès, notamment pendant la campagne de la primaire, puisqu'on voit qu'elle a un bon bassin de soutien et que les sympathisants de droite considèrent que ce n'est pas démagogique, que ça peut être efficace. Donc on n'a pas fini d'en entendre parler. Sur les réseaux sociaux, Véronique, pas de solution miracle, c'est plutôt le fatalisme qui domine? En fait, c'est assez le reflet de ce que Régis et Bruno nous ont dit, c'est-à-dire que les internautes commentent mais se sentent un peu perdus, se disent c'est difficile d'agir, c'est difficile d'anticiper. Cette foison de propositions finalement rend plus perplexes les uns et les autres qu'autre chose. Et donc en fait, la seule chose qu'il y a, et c'est ce qu'on retrouve dans ce sondage, le seul petit point commun, c'est le soutien à la police. En fait, on a l'impression que l'on soit de droite ou de gauche sur le web, c'est le seul point où on se dit, au moins ils pourront nous protéger. Et en fait, pour vous en rendre compte, on a été regarder les comptes police sur Facebook. Il y a beaucoup de comptes très différents. Et en fait, ils ont gagné plein de fans, plein de soutien. Ils sont un sujet de conversation. Plus 8% de fans pour la police nationale, plus 6,14% pour la gendarmerie nationale. Il y a cette espèce de mouvement. Donc effectivement, tout ce qui peut les protéger, tout ce qui peut du coup protéger les citoyens est plutôt soutenu. Et c'est le seul point un peu concret. Est-ce que ça veut dire, Céline, que les Français estiment que finalement les mesures mises en place pour lutter contre le terrorisme n'ont pas ou peu d'effet sur les attentats, sur les risques d'attentats? Voilà, c'est ce qu'on a essayé de savoir. Alors les Français ne demandent pas un risque zéro, ils savent bien que ça ne peut pas exister. Maintenant, ils peuvent légitimement se dire que on est en plein état d'urgence, il y a des risques terroristes et en même temps on voit qu'il y a des casseurs, qu'il y a des hooligans et que ça peut laisser un vrai doute sur la sécurité dans notre pays. Et c'est vraiment le cas, puisque on voit aujourd'hui que quand on demande si les mesures de sécurité prises contre les risques d'attentats peuvent efficacement, en tout cas, faire baisser le risque terroriste, on a aujourd'hui 63% des Français qui nous disent non, 37% qui nous disent oui. Et vous voyez, ça a énormément baissé, ça a perdu 11 points. Alors, quand on posait cette même question en novembre 2015, c'est-à-dire que là, à ce moment-là, on était moitié-moitié. Les Français pensaient que la moitié se disait oui, quand même, les mesures qu'on a mises en place, ça permet de limiter ce risque. Aujourd'hui, on n'est plus là-dessus. Et aujourd'hui, on n'a plus du tout de concorde nationale sur ce sujet, parce qu'on a une majorité de sympathisants de gauche qui veut bien dire que oui, les mesures, elles servent quand même à quelque chose, alors que les sympathisants de droite, aujourd'hui, sont très, très critiques envers cet arsenal mis en place par le gouvernement. Et on en reparlera évidemment dans les prochaines émissions de CQFD. Tout de suite, la course à la primaire. Allez, les petits chevaux, regardez-les, ils sont beaux sur le champ de course. Ils sont mignons, ces petits chevaux. Retour donc sur ce champ de course. C'est la primaire des Républicains. Ça galope avec toujours ce même trio de têtes. Ça a un peu bougé bizarrement cette semaine. Bon, dites-nous, Bruno, qui avance, qui recule. Est-ce que ça bouge? Alors devant le fait notable, à mon avis, c'est la nouvelle chute d'Alain Juppé dans les sondages, dans le baromètre IFOP pour Paris Match. Il perd 5 points auprès de l'ensemble des Français, mais surtout 6 points auprès des Républicains. Et on voit bien, au fond, que la situation d'Alain Juppé, tout ce qui se passe dans le pays actuellement, le fait qu'il fasse pas campagne véritablement, ça marche rarement. Et du coup, il recule. Derrière, c'est plutôt stable, même si, on l'a dit tout à l'heure, la situation de Nicolas Sarkozy est plutôt meilleure qu'il y a quelques mois. Le contexte est favorable. Non, c'est derrière que ça se passe. C'est là où c'est rigolo. Donc, vous l'avez signalé. Il y a un petit nouveau. Il y a un petit nouveau. Alors, je sais plus, il est tout en haut, là. Il est un petit peu caché, il est un petit peu timide. C'est
Henri Guénaud. On l'avait dit qu'il allait se lancer. Il le fait. Alors, qu'une drôle de manière de se lancer parce qu'il annonce déjà quasiment qu'il n'aura pas les parrainages des parlementaires. Mais s'il ne les a pas, il ira directement à la présidentielle pour aller chercher. Il faudra quand même les 500 élus locaux. On verra. Mais il va amener, à mon avis, de l'épicé dans ce débat sur la primaire, au moins jusqu'au moment où il devra sortir de la course, c'est-à-dire le 9 septembre. Il y en a un autre à qui la situation profite un petit peu en ce moment, c'est Jean-François Copé. Il est derrière, on ne parle plus beaucoup de lui, vous savez, c'est le revenant, mais pour l'instant, ça ne marche pas super. Il gagne 13 points auprès des sympathisants républicains cette semaine dans le baromètre dont je vous parlais tout à l'heure. C'est quand même notable. Et on va avancer. Tous ces passages dans les médias qui font que... Ces passages dans les médias, mais aussi le fait que sur le terrain, à droite, son discours... Alors lui, il est sur la droite décomplexée, il est un peu sur le même créneau que Nicolas Sarkozy. Eh bien, ça lui profite lui aussi. Donc là, on est à 13 si on compte Nicolas Sarkozy, peut-être 14 avec Michel Alliot-Marie. Ouais, alors là, pour l'instant, ça n'a pas l'air de marcher super. Allez. Je crois que c'est Nicolas Sarkozy qui essaie de trouver les parrainages pour Michel Alliot-Marie. Et pour l'instant... ils les ont pas encore, donc on verra. On verra ça. Allez, à suivre, De Gaulle, es-tu là? On va parler du revival du général. François Hollande multiplie les hommages cette semaine. Pour quelles raisons? On verra ça, le décryptage et nos sondages. On se mettra aussi dans la peau d'Emmanuel Macron. Après avoir été en marche, le ministre nous fait donc le coup de la panne. À tout de suite. Week-end morose en perspective. Une seule solution, l'évasion. Vol et hôtel avec Expedia, ça veut dire de vraies économies, dont on peut profiter ensuite. Expedia.fr. Babyliss For Men révolutionne le soin de la barbe. 50 positions de coupe. 3 lames rotatives multidirectionnelles. La maîtrise d'une barbe parfaite. Tondeuse Le Designer. Babyliss For Men. Nissan, partenaire officiel de l'UEFA Champions League. 5 ans de garantie sur nos utilitaires. Jouez les prolongations avec Nissan. Chaque capsule carte noire révèle un espresso intense. Carte noire, désir d'intensité. CQFD, ce qu'il fallait décrypter. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. C'est la deuxième partie de l'émission, toujours avec la fine équipe. Véronique Reilsoult, Régis Lefebvre, Céline Braque et Bruno Jeudi. Et vous réagissez toujours sur les réseaux sociaux, le hashtag CQFD iTélé. Tout de suite, la question de la semaine. Esprit, es-tu là? Quand l'Élysée, quand François Hollande convoque la mémoire du général, c'est la semaine de Gaulle de François Hollande, colomber les deux églises, le Mont Valérien, une exposition au Grand Trianon de Versailles. Hollande serait en fait l'héritier du général de Gaulle. Régis, on nous aurait menti? En tous les cas, on nous aurait menti sur l'histoire politique qu'on a appris jusque-là, parce que voir François Hollande commémorer ainsi chaque jour le général de Gaulle, c'est évidemment une figure à laquelle on n'est pas obligé de s'attendre quand on connaît un peu l'histoire des relations entre la figure tutélaire du Parti socialiste, c'est-à-dire François Mitterrand, et le général de Gaulle. Et plutôt que de raconter ça, je propose qu'on regarde en image, c'est très très court, ce que l'un et l'autre disaient de l'un et l'autre. On commence par François Mitterrand. C'était en 65. Je suis candidat contre le général de Gaulle, contre lui seul, car lui seul compte.
Alors vous me dites, le personnage que vous citez, il est le candidat de la gauche. Mais pas du tout, il était aussi du reste le candidat de la droite. Je ne vous l'apprends pas. Il est le candidat des partis. Et le candidat des partis, c'est ce qu'on déteste quand on est gaulliste. Politiquement, l'idée, c'est quoi quand même, Bruno? Quel est l'objectif de François Hollande? Il a bien une idée derrière la tête. Oui, alors c'est vrai que c'est assez étonnant de voir le successeur, même lointain, de François Mitterrand s'incliner devant la tombe du général, puisque aucun président socialiste ne l'a fait évidemment avant lui. Et on va dire que d'abord, c'est Yves de Gaulle, c'est le petit-fils du général qui l'a invité. Donc il a répondu à une invitation. Remettons les choses à l'endroit. Il s'est servi de cette invitation pour aller à Colombey et donc visiter le mémorial, le musée, la Croix de Lorraine. Il a fait la totale ce jour-là. Il essaie. Alors, est-ce qu'il essaie de mettre les pieds dans le général, dans ceux du général? On verra. Dans le général, il a livré une explication. On l'écoute. Je voulais venir ici à Colombey-les-Deux-Églises parce que c'est un lieu d'histoire, c'est un lieu de mémoire, c'est un lieu d'unité nationale autour de la personnalité du général de Gaulle, chef de la France libre. Bon, pas franchement à l'aise, on le voit sur cette séquence. Il y a évidemment du calcul politique, Florence, ça ne vous étonnera pas, puisqu'en plus, cette semaine, alors vous le disiez, lundi Colombey, vendredi l'expo au Trianon consacrée au président Roy et au général, et puis ce samedi, la commémoration de l'appel du 18 juin au Mont Valérien. Au-delà de ça, en fait, il essaie aussi, j'allais dire, de renouer avec... une expression qu'il emploie souvent d'ailleurs, qui est la fibre patriotique. C'est-à-dire qu'il essaie de se mettre au-dessus de la mêlée, faire le président de la 5e, faire vibrer le patriotisme, surtout en cette période d'euro. Ça coûte pas cher, ça lui rapportera pas grand-chose, mais bon, après tout, pourquoi pas, là où il en est, il n'y a plus grand-chose d'autre, j'allais dire, à faire. Bon, en même temps, ça fait rentrer définitivement le général dans le patrimoine national. C'est d'ailleurs sans doute ce qu'une partie de la droite a relevé. Et le plus sarcastique a été, à mon avis, Gérald Darmanin, jeune gaulliste, maire de Tourcoing, proche de Xavier Bertrand. On va lire ce qu'il a dit. C'est désormais l'héritage le plus partagé au monde. Et si M. Hollande peut voir devant la tombe du général un peu de grandeur, je pense qu'il n'aura pas fait le voyage pour rien. C'est assez bien vu. Dernier point qu'il faut relever, à droite, le gaullisme a toujours de beaux jours, surtout en cette période de primaire. On l'a dit, Henri Guénaud a placé sa candidature sous le signe du gaullisme pour mieux dénoncer la dérive ultralibérale, je reprends ces mots, de ses concurrents. Les autres apprécieront. Dernier point, j'ai envie de plagier Édouard Balladur, qui avait écrit un livre qui s'appelait « Laissez De Gaulle en paix ». Je crois que les candidats à la primaire seraient bien inspirés d'écouter le sage Édouard. François Hollande sur les pas du général. Est-ce que cette démarche est jugée sincère dans l'opinion, Céline? Voilà, ce qu'on a voulu tester, c'est François Hollande, finalement, est-il sincère? Veut-il que notre pays se rassemble derrière de grandes figures de notre histoire? Ou bien n'est-il pas sincère et cherche-t-il à s'approprier l'héritage du général pour être plus populaire? Résultat, les Français se montrent très dubitatifs, puisqu'ils sont 73% à considérer que François Hollande n'est pas sincère, tandis que vous voyez que 26% eux considèrent qu'il est sincère. Alors, et encore, le doute serait encore plus grand sans les sympathisants de gauche, puisque la moitié d'entre eux veulent bien considérer que cette démarche est sincère. Voilà, à droite, on a 90% des sympathisants de droite qui considèrent qu'il y a bien un calcul derrière ces hommages au général de Gaulle. Et en termes de communication politique, Régis, est-ce qu'il y a une stratégie à long terme? Est-ce que ça permet à François Hollande de faire passer certains messages à l'opinion? Imagine que je vous réponde non, ça tue votre question. C'est un peu la question, mais j'imagine que oui, en tout cas. Donc François Mauriac avait dit, quand De Gaulle ne sera plus là, il sera encore là. Et donc, à voir François Hollande cette semaine, on mesure combien cette phrase est vraie, puisqu'il y a eu évidemment Colombey-les-Deux-Églises, ce jour, un président chez le roi De Gaulle à Trianon, et samedi 18, comme tous les ans, les commémorations du Mont Valérien. Mais au-delà, je trouve qu'il faut mettre ça dans une perspective. Et depuis un mois, on assiste à une multiplication de gestes de la part de François Hollande pour s'inscrire dans le mythe du gaullisme. Et je propose qu'on voit un extrait, c'était aux commémorations de Verdun il y a très peu de temps, un extrait de son discours. Notre devoir sacré est inscrit dans le sol ravagé de Verdun. Il tient en quelques mots.
Aimons notre patrie. Aimons notre patrie, une phrase ô combien gaulliste. Et même en plus décalé, je vous propose un autre extrait de voir comment Hollande parle des Bleus, François Hollande parle des Bleus actuellement. Qu'ils aient aussi conscience, sans que la pression soit trop forte sur eux, qu'ils sont plus qu'une équipe. Ils sont l'équipe de France, de la France qui accueille l'Euro de 2016. Alors, commémoration, invocation de la grandeur, de la patrie, de l'esprit de résistance, autant de figures et de discours pour s'inscrire dans les mythes du gaullisme. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un historien anglais d'Oxford qui a énormément travaillé sur le mythe du gaullisme, qui s'appelle, pardonnez-moi le nom, Sudhir Hazarengis, et qui explique qu'en réalité, c'est assez facile de s'inscrire dans le mythe du gaullisme, parce que selon lui, il n'y a rien de plus malléable que le mythe du gaullisme, parce qu'il cumule en sa personne toutes les formes d'exemplarité, le libérateur de la patrie, le père fondateur de la République, l'éducateur civique, le protecteur de la nation, tout ça matiné d'une dose de martyr quand on connaît les conditions de son départ. Donc oui, il s'inscrit dedans, et comme le dit cet historien, finalement, c'est pas si dur de s'inscrire dans le mythe du gaullisme, tellement ce mythe est large. Et tellement de Gaulle est partout, même sur les réseaux sociaux et sur le web, Véronique. Oui, il est là, le général. Avait donc raison, et il est toujours là. Il a même son compte Twitter, il a même plusieurs comptes Twitter. Et en fait, il est même sur Twitter depuis longtemps parce qu'en 2010, il disait déjà, toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de Twitter. Donc, au-delà des fakes et tout simplement des comptes dont l'auteur se revendique des valeurs de Charles de Gaulle, en fait, c'est surtout un vrai sujet de conversation aujourd'hui parce qu'en fait, vous avez eu, juste sur cette semaine, plus de 14 000 messages qui parlent de lui. Donc, et en fait, on parle de lui de façon constante sur le web. Alors, quand on dit volume, la question c'est que dit-on de lui exactement? Donc on va regarder les mots qui sont associés. Et en fait, que ce soit à droite ou à gauche, on en parle à peu près de la même façon. Donc on vous a fait plutôt un nuage global. En fait, cette semaine, c'était beaucoup autour du Brexit, autour de l'Europe, autour des Anglais. Donc un vrai sujet de conversation. Après, je suis désolée, mais le François qui est le plus associé, c'est plutôt François Mitterrand et pas François Hollande. Il y avait un vrai parallèle, bien sûr. Et puis, les mots ordre, honneur, la réalité de... Voilà, c'est l'héritage. Tous ces sujets-là sont largement repris et commentés et toujours associés bien sûr au général de Gaulle. Alors si on remonte dans le temps, on va s'amuser un peu à ça, si on part de Valéry Giscard d'Estaing et qu'on remonte jusqu'à François Hollande aujourd'hui, quel est le président qui pour les Français a le plus de points communs avec le général de Gaulle? Eh bien, vous avez vu tout à l'heure que les Français jugeaient Hollande peu sincère, et il juge peu sincère sur beaucoup d'autres sujets, il est très impopulaire, mais aussi je pense que les Français, c'est pas que je pense, je mesure, qu'ils projettent peu de Gaulle en Hollande, même extrêmement peu, puisque vous voyez, si on fait le classement des points communs, des présidents ayant le plus de points communs, François Hollande est en queue de peloton, 2% de citations. Le plus cité, c'est Jacques Chirac, 43%. Derrière lui, l'auteur du coup d'État permanent, François Mitterrand, 24%, mais qui, dans sa manière de présider, a pu montrer pas mal de points communs avec le général de Gaulle, a voulu les montrer en tout cas. Valéry Giscard d'Estaing, 20%. Nicolas Sarkozy, 9%. Lui qui est à la tête du parti qui, normalement, naturellement, devrait le plus facilement incarner. Il invoque assez peu le général. Oui, certes, mais c'est vrai que les Républicains, normalement, est un parti héritier du gaullisme. Alors, c'est une question en tout cas qui permet de confirmer cette intuition de François Hollande que le général de Gaulle est devenu une figure consensuelle dans l'opinion, puisque quand on regarde les classements des sympathisants de gauche et des sympathisants de droite, les sympathisants de gauche citent Mitterrand en premier, comme celui qui a le plus de points communs avec le général de Gaulle, et on sait que les sympathisants de gauche ont beaucoup d'admiration pour Mitterrand. Et quant aux sympathisants de droite, alors ils ne voient pas du tout de Gaulle en Hollande, là on a 0% de citations, bien peu en Mitterrand, 11%. Il n'en relève pas tellement plus pour Nicolas Sarkozy, 17%, moins que Valéry Giscard d'Estaing. Et pour eux, c'est très très clairement Jacques Chirac qui arrive en tête avec 50% de citations. A-t-il des points communs avec le général de Gaulle? Tout de suite, on va se mettre dans la peau d'Emmanuel Macron. Sans transition, bonjour à tous. Je suis Emmanuel Macron, la fusée Macron, vous savez, la star des sondages, le chouchou des médias. Eh bien, si je vous réunis aujourd'hui, c'est que la machine, visiblement, est grippée. Depuis quelques semaines, ma popularité est en baisse, ça n'accroche plus. À Matignon, on a déjà sorti le champagne et les cotillons. Alors, comment rebondir? Comment faire rêver à nouveau? On va prendre vos conseils. Qu'est-ce que vous me conseillez? Je suis Emmanuel Macron. On commence par vous, Céline.
Eh bien, je dirais d'arrêter de faire de la mauvaise communication ou d'écouter des conseils un peu bizarres de personnes qui lui disent « Mais oui, mais bien sûr, tu es populaire, mais tu sais, tu n'es pas assez proche du peuple, il faut montrer un peu plus de toi, il faut que tu sois sympathique. » Parce que résultat, qu'est-ce que ça aboutit à des unes avec sa femme, des balades en Camargue qui peuvent, pardon Bruno, La une, c'était Paris Match. qui peuvent laisser penser à l'opinion que vous n'êtes pas finalement aussi sincère, que vous faites des calculs comme les autres hommes politiques, que finalement vous êtes un homme politique comme les autres. Il ne faudrait pas que ça devienne ça dans l'opinion, parce que pour le moment, vous restez quand même populaire. Mais jusqu'à quand ? Merci beaucoup Céline, je suis Emmanuel Macron. Tiens Bruno, qu'est-ce que vous me conseillez ? Je vous conseille, pour sortir au fond de cette mauvaise passe dans laquelle vous êtes actuellement avec la chute dans les sondages, sortir aussi de cette ambiguïté politique. Vous entretenez le chaud et le froid. Je ne suis pas candidat, je ne suis pas Coluche, je ne suis pas Brutus. On ne sait plus trop qui vous êtes. Je vous conseille de vous appuyer sur ce que vous avez lancé, ce qui semble marcher. C'est votre mouvement En Marche. Et pour sortir de l'ambiguïté politique, je vous conseille d'annoncer que vous allez présenter 577 candidats aux législatives. Et là, tout à coup, vous prendrez un peu plus de poids et de contenance politique. Facile. Les conseils de Bruno Jeudi à Emmanuel Macron. Je suis Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous me conseillez, Véronique ? Bien, je vous conseillerais la même chose que Bruno, c'est-à-dire mettez en avant votre mouvement. En fait, ce qui fera votre force, c'est votre nombre d'adhérents. Donc continuez, maintenez votre cap, continuez à recruter, continuez à faire du porte-à-porte et ne rentrez pas dans le tempo de vos adversaires. Et surtout, ne commencez pas à avoir des réactions habituelles de politique. Donc pas de trolls sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Si vous communiquez sur Facebook, ne le faites pas comme les autres le faisaient. Si vous devez vous justifiez-vous de façon moderne et pas avec une tribune, et puis pas une idée, une tribune, parce qu'à un moment donné, vous devenez comme les autres et vous allez vous perdre. Donc maintenez le cap, recrutez et restez dans la même dynamique. Je maintiens le cap. Je suis Emmanuel Macron. Enfin, qu'est-ce que vous me conseillez en termes de communication politique, Régis ? Moi, je commence par lui dire que l'évitement et la séduction ne suffisent pas à faire de la politique. La règle de la politique, c'est d'affronter les différends, c'est d'affronter les combats et c'est d'affronter ses concurrents ou ses ennemis. Et donc, je lui conseille de faire exactement le contraire de ce qu'il fait depuis maintenant un certain temps. Et faire le contraire, c'est soit rester avec François Hollande et être pour François Hollande, ou se déclarer. Et la seule question est donc tranchée. La seule question, c'est est-ce qu'il n'est pas trop tard ? Et je pense que c'est la vraie question qu'il doit se poser, car il a raté sa saison. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre. Tout de suite, les winners et les losers de la semaine. Les winners et les losers de la semaine. On va faire un petit tour de table. Véronique, on commence par vous. Votre winner ou loser ? Eh bien, moi, mon winner, c'est un hacker du groupe des activistes des Anonymous qui a régulièrement hacké les comptes Twitter de propagande de l'organisation État islamique et qui s'amuse à transformer les différents comptes sur les sujets qui pour eux sont épouvantables. Donc il en a fait un compte pro-gay par exemple cette semaine et cette action a pour but évidemment de discréditer ces organismes quand on sait que les réseaux sociaux représentent quand même le principal terrain de recrutement pour l'organisation terroriste. Ça prend tout son sens, sachant que le hacker a piraté plus de 160 comptes qui sont liés à Daesh aujourd'hui, qu'il a rendu public dimanche dernier la liste de ses comptes. Voilà, il ne compte pas s'arrêter là d'ailleurs. Et globalement, il est assez courageux, d'autant que lui dit, parce que vous doutez bien qu'il a beaucoup de menaces qui arrivent sur lui, il dit, voilà, mon but c'est de me réveiller le matin et de voir des messages de Daesh me disant qu'ils vont me tuer ou me décapiter. Plus ils sont énervés contre moi, plus je suis content. La résistance par le web. Bruno, votre winner ou loser cette semaine ? C'est un loser, il s'appelle Philippe Pemzec, il est maire du Plessis-Robinson, il fut député, il est sorti de l'anonymat pour sa vulgarité cette semaine, je vous la fais courte, ça se passe il y a à peu près 3 semaines, c'est l'inauguration, le lancement des travaux du grand métro express autour de Paris, il est là avec d'autres élus des Hauts-de-Seine et Anne Hidalgo arrive et là à ce moment-là il lâche cette parole, qu'est-ce qu'ils ont tous ces mecs, tous ces élus à se précipiter comme s'ils voulaient se faire tailler une pipe par Anne Hidalgo, je le cite, c'est évidemment extrêmement vulgaire. Alors Anne Hidalgo dans un premier temps elle a écrit une lettre, elle l'a gardée sur son bureau, l'a fait passer à Nicolas Sarkozy pour qu'il intervienne auprès de cet élu afin qu'il fasse ses excuses et elle ne l'aurait pas rendu public. Il ne l'a pas voulu le faire, donc elle a sorti sa lettre, elle l'a mis l'a envoyé à la presse, elle a fait un communiqué, il y a eu beaucoup de reprises évidemment, ça a créé beaucoup d'ébullition. Alors j'ai regardé un peu le passé de cet élu, c'est pas une première pour lui, il avait déjà critiqué les joueuses de foot qu'il traitait de brouteuses de gazon.
Le plus incroyable dans cette affaire, c'est qu'il n'a pas regretté ses propos. Il a dit qu'il ciblait en fait le député du secteur, qui s'appelle Jean-Marc Germain, et qui est le compagnon d'Anne Hidalgo. En fait, ses paroles ne visaient pas du tout Jean-Marc Germain, elles visaient un autre élu. Juste pour vous dire qu'il y a un élu de Seine-Saint-Denis qui a même failli en venir aux mains avec cet élu. C'est une affaire assez minable, mais il fallait la relever comme telle. C'était le loser de la semaine de Bruno. Et du coup, votre winner ou winneuse cette semaine? Moi, ma winneuse, c'est Anne Hidalgo, parce que je trouve que ce qu'elle a fait, c'est très très bien. C'est-à-dire que si elle ne fait pas ça, d'autres femmes n'oseront pas le faire. Et je trouve qu'elle donne du courage face à des attitudes qui sont pas bien. Voilà, donc je trouve que c'est vraiment bien ce qu'elle a fait de mener ce combat, de le rendre public et tout ça. Voilà. Et bien très bien. Et enfin, on termine par vous. Céline, winner ou loser cette semaine? Alors moi, un winner, Hervé Mariton, qui décide de plaider la cause anti-Brexit en s'adressant aux Britanniques en anglais, avec un effort de mise en scène. Je vous laisse d'abord regarder ça. Voilà, All You Need Is Love des Beatles qui commence par la Marseillaise à la trompette, plus la cup of tea avec un petit message aux conservateurs. Et après, 4 minutes 30 de plaidoyer anti-Brexit avec un très bel accent, très diplomate dans l'argumentaire, et il se présente comme un allié libéral. Je vous propose d'écouter un court extrait. As the only candidate for the primary for the French presidential election to be really in favour of free trade, I need allies like you on this matter. Voilà, avec à la fin une petite promo pour sa candidature. Vous savez que les médias anglais l'adorent justement pour son anglais, parce que c'est l'élu français qui parle probablement le mieux anglais avec Jean-François Copé, donc il passe très souvent dans les télés anglaises. Et Emmanuel Macron aussi. Emmanuel Macron aussi, mais il est moins connu pour l'instant. Mais c'est marrant. anglais très british. Oui, très british. Moins dispo peut-être aussi. Merci en tout cas, merci à tous les quatre. Merci à Emmanuel Fleury qui était aux manettes aujourd'hui, à toute l'équipe en régie, à tous les stagiaires aussi qui étaient avec nous en régie aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Votre émission CQFD, c'est tous les vendredis 21h, tous les samedis 10h, 14h. Ciao.